L'OMS, dans Vision 2020, a établi que sur les 30 dernières années, le taux de cécité pour nos patients atteints de DMLA avait diminué de 30%. Alors ça nous place dans les bons élèves de la classe, puisque en fait sur les 30 dernières années, toutes causes confondues, ce taux est resté stationnaire. Pour autant, la DMLA reste la première cause de cécité légale. Chez les patients de plus de 50 ans, il reste des DMLA avancés, dont la prise en charge est beaucoup plus difficile parce qu'elle va être plus ingrate et parce qu'il va falloir qu'elle soit plus globale, puisqu'il faut intégrer la dimension de l'handicap fonctionnel, du mauvais vécu et aussi le problème de l'adhésion thérapeutique, dont on sait qu'il est déjà mauvais chez tous nos patients atteints de DMLA, mais particulièrement ici où il n'y a pas de perception de l'efficacité thérapeutique quand on doit avoir recours aux IVT. Alors ces DMLA avancés, comment on avance d'ailleurs ? Ces DMLA avancés, donc voilà la prise en charge globale. En 10 minutes, on n'aura pas le temps de tout aborder, mais on va commencer par les fondamentaux. Et là, en premier lieu, donc la relation médecin-patient, qui doit être vraiment de qualité pour favoriser l'adhésion, avec l'importance du premier contact et de l'annonce. Et dans ces cas-là, eh bien, l'information, les explications sont d'autant plus difficiles à délivrer mais qu'elles ne sont pas enthousiasmantes et qu'il y a une perception du médecin et du patient qui est souvent décalée. Alors, question pour les orateurs. Donc là, quand on parle de DMLA avancé, c'est des DMLA atrophiques, exsudatives ou le plus souvent les deux. Ici, c'est un patient qui vient pour un renouvellement de lunettes de près, parce qu'il n'a pas vu d'ophtalmo depuis 5 ans et qu'il faut augmenter la puissance. Question aux orateurs, comment vous allez vous y prendre pour annoncer la bonne nouvelle alors que ce patient pense ne rien avoir ? Audrey ? Oui, merci pour la question. Alors, moi, je m'adapte beaucoup aux patients. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui ont envie de savoir la vérité, d'autres qui n'ont pas envie de savoir la vérité. Donc, j'essaye de tâter le terrain pour savoir qui j'ai en face de moi. Et mon discours, il est de dire qu'il y a une maladie assez avancée, je parle de dégénérescence maculaire liée à l'âge, sèche, etc. Mais j'ai tendance à toujours laisser beaucoup d'espoir, de dire que voilà, il y a quand même une acuité visuelle qui est encore bonne, qu'il peut garder cette acuité visuelle pendant assez longtemps, que la recherche est très dynamique sur le sujet, qu'il y aura probablement... Voilà, je laisse beaucoup d'espoir aux gens, peut-être à tort, mais en fait, j'ai pas envie qu'ils se suicident en sortant de la consultation, donc j'ai plutôt cette attitude-là, mais je m'adapte à la personne que j'ai en face de moi. Voilà. Est-ce que tu vas lui dire qu'il a une DMLA sèche ? Est-ce que je vais lui dire ? Oui. Est-ce que tu vas lui proposer, quand tu lui proposeras de le revoir, en fait ? Déjà, moi, je vais l'interrompre. Si tu n'as pas regardé l'image de droite. Moi, je ferai déjà une OCT A, pour être sûr qu'il n'y ait pas un petit néo-vaisseau, là, sur son œil gauche. Corinne ? Là, nous sommes encore devant un patient qui a une bonne acuité visuelle. Donc, je te remercie de commencer par ce cas clinique, parce qu'on est beaucoup plus ennuyé quand on a des stades beaucoup plus évolués. Alors, effectivement, c'est plutôt l'annonce pour ce patient, parce qu'il a une bonne acuité visuelle. Lui, il ressent pas forcément... Enfin, il doit ressentir ses scotomes. Moi, je suis un peu comme Audrey, c'est peut-être féminin. Alors, je lui dis, bon, l'acuité visuelle est plutôt bonne. Nous avons des signes de vieillissement maculaire qui sont également... alors, les patients, en général, disent, je ne suis pas jeune. Voilà. Donc, ça aide quand même à amener les choses en disant qu'il va falloir le surveiller. Et typiquement, là, je dirais volontiers que je rentre des États-Unis du Congrès et que nous avons revu cette typologie-là de problématiques et que maintenant on revient sur un traitement à base de vitamines, de compléments de vitamines pour essayer de rentrer dans quelque chose un peu proactif et lui dire que nous allons nous voir assez régulièrement, que ce n'a pas encore atteint complètement l'hypercentre de sa macula, mais que ça peut progresser et donc nous allons nous revoir. Voilà. Je reste assez soft
sur la première fois, mais je lui expliquerai que même avec une nouvelle paire de lunettes, peut-être qu'il sera encore gêné par certaines lectures de près. Alors, ce patient-là, donc, qui a plus de vision centrale au niveau de l'œil droit, suite à une DMLA avec une cicatrice fibrocicatricielle, avec des injections dont il dit qu'elles n'ont rien fait du tout, et qui arrive pour l'œil gauche. Comment, chez ce patient, alors que vous savez qu'il y aura probablement une baisse d'acuité visuelle, qu'on ne la maintiendra pas longtemps, puisqu'il a une atrophie dans la région temporale et néo-vaisseau, vous allez, quel message, les formules magiques pour essayer de maintenir sa motivation, puisqu'on est dans des cas vraiment où ça va être difficile de favoriser l'adhésion. Laurent ? Alors, moi, je reviens encore sur tu veux me faire parler de discours patient. Moi, je reviens quand même juste sur ce cas qui, à mon avis, a un néo-vaisseau actif. Donc déjà, je le traiterai, ce patient-là. Oui. Mais sinon, si on sort de ce cas et qu'on reste sur sa question du discours, faut dire à ce patient, a priori sur ça, qu'il a un néo-vaisseau quiescent, même si à mon avis, c'est pas quiescent là. Mais prenons le cas du néo-vaisseau quiescent. Il a un néo-vaisseau... Comment ? C'est l'œil gauche, là ? Oui, ça. C'est un œil unique, un néo-vaisseau quiescent avec une atrophie maculaire. Voilà ce que tu souhaites nous montrer. Je dirais à ce patient qu'il y a un risque que ce néo-vaisseau se réveille, que l'atrophie peut évoluer. Et donc, pour l'instant, complément alimentaire, c'est évident. Et c'est un patient qu'il faudrait revoir tous les 3 mois au départ, facilement. Même si, encore une fois, je pense que là, c'est un néo-vaisseau actif ici. En plus, je pense que si, on va peut-être en parler après, mais si on veut orienter ce patient après vers de la basse vision éventuellement, bon, quoique l'œil gauche ou à 6 dixièmes, donc c'est peut-être pas encore le sujet, mais même si le néo-vaisseau est extracentral, il faut quand même lutter pour conserver le plus de rétine possible pour pouvoir justement après éventuellement rééduquer et excentrer le point de fixation. Donc ça paraît important de le traiter. Alors, mais la problématique, donc, c'est que malgré les injections, ce patient va s'aggraver assez rapidement et que donc voilà, le problème de l'adhésion thérapeutique. Alors, on va changer la donne justement au bout d'un an de traitement avec des injections dont tissu. Excusez-moi, je voulais juste rajouter quelque chose. Oui. Donc, moi, je suis plutôt au niveau basse vision justement, et souvent les patients qui ont une atrophie comme ça au niveau surtout sur un œil, ils sont très souvent sensibles à la luminosité, et donc c'est intéressant aussi de leur proposer des filtres thérapeutiques pour éviter que la lumière les gêne, leur demander justement s'ils sont sensibles à la lumière, et justement pour pas que si l'œil gauche et l'œil directeur prennent le dessus sur la vision globale. Voilà, on va l'aborder. D'ailleurs, moi j'ai une question sur la photosensibilité. Je ne comprends pas pourquoi, quand on n'a plus qu'un œil, on est plus photosensible. Parce que les photorécepteurs sont beaucoup plus sensibles à la luminosité, en fait, mais la fonction visuelle de l'œil l'œil qui ne fonctionne plus, est toujours présent, et donc du coup donne un flou visuel. C'est ça plus important au niveau binoculaire, l'œil atteint. Alors, Et à part s'il y a des atrophies aussi sur l'autre œil, qui peut aussi donner une petite gêne. Tout dépend où est placée l'atrophie sur l'autre œil, aussi s'il n'y a que de l'atrophie sur un seul œil. On va revenir sur la prise en charge de l'handicap fonctionnel. Là, le patient, il ne souhaite plus en fait être traité au niveau de son œil gauche, et il convient avec vous qu'il préfère arrêter. Et on change la donne. Il n'a pas de cicatrice au niveau de l'œil droit, mais il a une acuité visuelle encore utile. Et il vous propose en fait de revenir si au niveau de l'œil droit ça va pas bien. Corinne, est-ce que tu le laisses faire et que top là, oui, on se voit dans 1 an, après l'avoir éduqué à l'autosurveillance, ou est-ce que tu redresses Là, je rejoins Laurent et Audrey. Hein. Ce patient à gauche, il est exudatif. Ah oui, bien sûr, il est exudatif. C'est une DMLA mixte, bien sûr, oui, il est atrophique. Donc là, on est passé sur la DMLA mixte, atrophique et néovasculaire, on est d'accord. Sur l'OCT1, on voit le néo-vaisseau temporal qui soulève le DEP. On voit des signes d'activité sur la pente du DEP. Mais là, typiquement, j'utilise les écrans que l'on a pour lui expliquer et lui montrer. Voilà. J'essaie de le faire rentrer dans la décision thérapeutique. En te servant de l'image. En me servant de l'image. En disant, voyez, là, le blanc, il va peut-être progresser vers le centre. Là, on a le néo-vaisseau qui est ennuyeux,
qui va laisser du liquide paraître et qui va pouvoir dégrader encore votre vision. D'un côté, il y a le blanc qui vous gêne un petit peu. De l'autre côté, puisqu'en temporal, il y a un nez au vaisseau, si on ne le traite pas, votre sensation de lecture va rapidement s'aggraver si on ne traite pas. Voilà. J'essaie vraiment de l'embarquer sur la décision thérapeutique et de dire non, c'est pas une solution, ce n'est pas une solution possible pour moi de ne pas vous traiter. Voilà. Alors, dans ces formes avancées, on ne voit plus trop les photocoagulations périlésionnelles, là, mais quand il y a l'enjeu qui est plus en fait, à maintenir l'acuité visuelle, mais plutôt à diminuer la taille du scotum central, question à vous tous, est-ce que vous avez recours sur les bords? Est-ce que vous suspendez les injections? Est-ce que vous prenez un relais par du laser, des PDT? Est-ce que vous lâchez? Est-ce que vous continuez les injections? Moi, je ne fais pas de périphove ou de PDT. Donc, c'est une grosse lésion, tu veux dire, c'est ça? Oui, ça, c'est des photocoagulations périlésionales qui datent de 15 ans. D'accord, je ne fais plus de Voilà, périphove. avec une acuité visuelle effondrée. Et puisqu'on est dans le thème des DML avancés, donc parfois, le sujet, en fait, c'est l'exsudation sur les bords de la lésion. Oui. Alors, une DMLA pseudo-tumorale avancée avec un patient qui voit bouger la main, j'injecte toujours un anti-VEGF. Un ou plusieurs. Ce que je disais tout à l'heure pour le brolu peut permettre de faire un, mais je fais toujours. Et je demande aux patients, ça va s'améliorer un petit peu, je demande aux patients, est-ce que vous avez senti l'amélioration ou pas? Voilà. Parfois, certains le sentent, je continue. D'autres ne le sentent pas, j'arrête. Et quand j'arrête, je leur dis, attention, maintenant on arrête, vous allez me dire si vous sentez la dégradation. Parce que certains ne sentent pas l'amélioration, dans les baisses vision très fortes comme ça, certains ne sentent pas l'amélioration, mais on les a un peu améliorés anatomiquement. Mais par contre, quand de nouveau il y a de l'exsudation, ils sentent la dégradation. Donc s'ils ne sentent ni l'amélioration ni la dégradation, j'arrête, sinon je continue à piquer. D'accord. Corinne, Audrey. À quelle fréquence, du coup, tu continues à piquer? Parce que... J'essaie de faire le moins fréquent possible, hein, comme les autres. Vous gardez le régime treat and extend ou vous passez plus volontiers, dans ces cas-là, de DML avancé sur du PRN? Alors, le PRN, j'aime pas. Je le fais pour les patients qui ont besoin de très peu d'injections ou des patients qui ont la psychologie très difficile et qui ne peuvent pas accepter l'injection. Donc voilà, je fais à ce moment-là du PRN. Sinon, j'en fais pas, je fais du treat and extend. Et pour des patients comme ça qui ne vont pas gagner grand-chose, il faut que je sois le moins lourd en fardeau thérapeutique. Donc c'est vraiment des types de patients pour lesquels j'essaie de passer en treat and extend. Là, pareil, là, je montre au patient la lésion. Je lui montre qu'on a 2 nouveaux bouquets néovasculaires qui sont sur le bord. Il peut y avoir des difficultés chez ces patients à voir les images, en fait. Des 2 côtés, il est comme ça. Bon, alors j'essaie de lui expliquer qu'au centre, il a une grosse tache noire, c'est le gros scotome, mais que sur les bords, on a 2 nouvelles lésions qui peuvent potentiellement, si elles sont actives, qui peuvent aggraver et encore agrandir leur tache noire et que ça va encore plus les ennuyer dans la vie courante, parce que je leur explique qu'ils sont en train d'utiliser le bord de la tache pour peut-être avoir des activités chez eux, et que nous, notre but, c'est pas de faire remonter la vue, parce qu'on ne peut plus malheureusement, mais c'est de limiter l'extension de la tache noire. Voilà. Alors, la prise en charge de l'handicap fonctionnel, est-ce que vous pensez qu'on fait appel suffisamment et suffisamment tôt aux professionnels de la basse vision? Audrey. Alors, j'ai envie de laisser parler Dany. Est-ce que tu les vois trop tard, les patients, ou pas? Alors, moi, j'ai la chance de travailler avec des spécialistes de la rétine médicale qui envoient leurs patients dès les premiers signes fonctionnels. Et c'est vrai que c'est très important qu'ils puissent être adaptés le plus rapidement possible dès qu'ils présentent les premiers signes fonctionnels. Donc, en effet, moi, dès que je vois que le patient est gêné en vision de près, à la lecture, l'écriture, ou même pour reconnaître les gens, je leur propose des systèmes optiques adaptés. Et éventuellement, je mets en place la rééducation vraiment pour les apprendre à travailler avec leur vision résiduelle. C'est très important, en effet. Et en plus, il y a maintenant quand même des aides de technologie qui sont précieuses. Je pense à Voxion, par exemple, avec des loupes électroniques ou des systèmes d'aide audio qui vaut peut-être mieux que les patients appréhendent, en fait, avant d'avoir vraiment des difficultés visuelles. Tout à fait. C'est pour ça que c'est important, dès le début des symptômes, de proposer des systèmes optiques. En début de symptômes, parce que c'est début de symptômes par rapport à une DMLA néovasculaire, atrophique, oui. Tout dépend de ce que le patient ressent comme gêne. De préciser le début des symptômes, qui
peut être une fourchette Bien très sûr. large. Alors, une DMLA atrophique, tu la vois pour la première fois, on te l'adresse. Oui, N'importe quelle DMLA atrophique, quelle que soit son acuité visuelle, on te l'adresse. Et c'est le message que tu veux donner. tout C'est à cela. fait. Exactement. Parce que dès le début, le patient peut avoir une petite gêne à la lecture, par exemple, en me disant j'ai des difficultés pour lire. C'est souvent ce qu'ils disent lors des DMLA, c'est j'arrive plus à lire le journal. Donc dès que les premiers symptômes apparaissent, c'est important d'aller de leur proposer la rééducation, en tout cas un bilan orthoptique, pour leur expliquer qu'un éclairage adapté peut vraiment leur apporter une amélioration, un confort visuel. Ça, on arrive encore à le dire. Je me doute, mais des fois, ils sont tellement dans la maladie, enfin dans le traitement avec le médecin, ça fait peur des fois. Du coup, ils écoutent, mais pas tout. Et le fait de leur rappeler dans un autre cadre, c'est... Sur le plan psychologique, c'est peut-être important d'avoir déjà un premier contact avec vous. Oui. C'est ce que tu veux dire, c'est la démarche. Tout à fait. Savoir que ça existe. Et que même si le traitement, par exemple pour une DMLA sèche, malheureusement, il n'y a pas de traitement, et ben, en tout cas, on a des solutions qui permettent de compenser votre gêne visuelle. À quel moment tu commences la rééducation pour la délocalisation du point de fixation? À quel moment tu commences à le faire? À quel stade? Tout dépend de chaque patient, en fait. Ça dépend de l'atrophie, où est-ce qu'elle est localisée. Il y a même des patients qui ont des épargnes maculaires où on arrive à 5/10 en vision de loin et en vision de près, ils sont par Rhino 12 parce qu'ils n'arrivent pas à aller chercher ce petit point d'excentration. Ça dépend de chaque patient. Il n'y a pas vraiment de règles, c'est ça. Mais est-ce qu'il ne faut pas avoir un œil qui ne fonctionne plus? Enfin, je veux dire, parce que comment on fait pour faire excentrer le point de fixation d'un œil avec un autre œil qui voit, par exemple? C'est pas possible. Il y a toujours un œil dominant. Il y a celui qui va fixer en vision de près, en vision de loin, en faisant la lecture, en vision de loin sur des lettres séparées. On va voir comment il va excentrer, sur quel œil, jusqu'à combien il va arriver en acuité visuelle. Sur lettres séparées et savoir si l'excentration est plutôt à gauche, à droite et quel œil va diriger en binoculaire. Et c'est comme ça qu'on va adapter avec... Mais par exemple, un P4 ou un P5, tu commences déjà la rééducation de délocalisation ou... S'il n'est pas gêné, pas forcément. Ça dépend si le patient est gêné. Si le patient représente une gêne et n'arrive plus à lire ou n'arrive plus à reconnaître les visages, Un P5 ou un P6, il en arrive à général, lire. ça va. Il Ou arrive à alors, lire, mais... il utilise peut-être une loupe en plus. Souvent, il utilise une petite loupe qui multiplie à 3. Honnêtement, pas forcément. Des fois, le patient il met lui-même en place son excentration, en fait, à force de lire justement à la maison. C'est pas automatique. Ça dépendra vraiment si, avec un système optique adapté, le patient est toujours gêné. S'il est toujours gêné, oui, dans ces cas-là, on fait travailler l'excentration, les poursuites, les saccades. Mais s'il n'est pas gêné, il n'y a pas d'intérêt. C'est vraiment en fonction du patient. Moi, j'ai des très bons retours des patients qui sont adressés en consultation basse vision dans les DML avancés. On parle des alliés. Est-ce que vous pensez, et des aidants, moi j'ai l'impression qu'on ne sollicite pas assez le médecin généraliste dans ces cas-là, avec des courriers qui sont peut-être trop rares dans leur... parce qu'ils peuvent nous aider pour renforcer notre discours et puis pour traiter une dépression ou pour anticiper le risque de perte d'autonomie. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Moi, je pense que ce serait bien de pouvoir s'appuyer sur le médecin généraliste, sauf qu'il n'y en a plus assez, malheureusement. Moi, je suis dans un département, le 93, où les patients n'ont même plus de médecin traitant pour leur pathologie générale. Donc, je pense que leur demander de s'occuper, en plus, de prendre soin de nos patients DMLA, c'est pas... en tout cas, dans mon département, c'est pas possible. Mais je pense que si on pouvait le faire, ce serait vraiment très adapté. En tout cas, quand ils ont un médecin traitant, ce que tu viens de dire est important, on le fait peut-être sans doute pas assez, c'est d'informer le médecin traitant de la dégénérescence, surtout quand ils ont des lésions comme cela, puisqu'ils ont détruit leurs cellules à mélanopsine et qu'on sait qu'ils vont avoir plus de dépression ou des troubles du sommeil. Et ça me semble certainement intéressant de donner cette information-là au médecin traitant pour qu'il ne soit pas spécialement étonné. On est dans quelque chose qui s'explique au niveau ophtalmologique et neurocognitif et que ce n'est pas forcément une dépression peut-être réactionnelle, c'est un type de dépression particulier. Trouble du sommeil particulier également. Bon, il reste beaucoup de choses, mais le temps presse. Merci. Une dernière chose, et pour le patient, vous avez des trucs, parce que c'est très fatigant pour nous aussi, à part le congrès à RMD, à Saint-Juan, pour tout tenir le coup. Merci. À faire du sport. Merci bien. Merci Sandrine.